Donc, je dirais. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour ce nouveau live. Aujourd'hui, nous avons avec nous Geoffroy et Mathieu de la Société de Glace. Je vous remercie, messieurs, de votre Bonjour. disponibilité. Peut-être avant de commencer, vous avez une bulle conversation en haut. Est-ce que vous pourrez nous envoyer un petit message si vous nous entendez bien, juste pour confirmer que le son est bon, que vous nous entendez bien. Ça nous permettra de savoir si tout fonctionne bien de votre côté. N'hésitez pas à écrire sur la bulle. Hop. Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, OK. Le son est OK. OK, parfait. Super. Vous aussi, vous m'entendez bien, parce que Juan, à la limite, c'est primordial que tout le monde t'entende, mais s'ils nous entendent aussi, c'est pas mal. Mais s'il y a un problème, n'hésitez pas à l'écrire, on réagira. Comment tu veux faire, Juan? Tu veux attendre un petit peu qu'il y ait des gens qui se connectent ou tu veux lancer les hostilités maintenant? On peut y aller. Je pense qu'on peut le lancer peut-être pour respecter un petit peu le timing des participants et s'il y a des personnes qui se joignent au fur et à mesure, voilà, ils pourront toujours revoir le début avec le replay. Donc peut-être pour ceux qui sont pas habitués, je vais vous présenter un petit peu le déroulé du live chez WeSeed. Donc là, on va le diviser en trois parties. Tout d'abord, je vais un petit peu introduire les fondateurs qui vont se présenter. Puis, on va faire une présentation de la société, des dernières avancées et de l'évolution de la levée de fonds. Et puis, au final, on fera un échange avec vous en direct pour répondre à vos différentes questions. À cet effet, vous avez une bulle questions-réponses tout en haut qui vous permettra de poster vos différentes questions. Donc, n'hésitez pas à les préparer et à poster toutes vos questions. Sans plus, je vais peut-être donc passer la parole aux dirigeants de Desglaces pour vous présenter et ensuite présenter la société. Je pense que vous avez un deck à cet effet. Je le mettrai en évidence. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je vais me présenter. Donc, c'est Geoffroy. Je suis le fondateur de la Société de Glace. J'ai un parcours d'une vingtaine d'années découpé en deux parties. Une première partie dans l'industrie, où j'ai eu l'occasion de travailler dans des bureaux d'études chez Sagem, Packard Bell. Donc, dans la gestion de la production, gestion du développement produit. Et puis ensuite, chez Acer, où j'ai eu l'occasion de faire de l'innovation et de monter une équipe d'ingénieurs et de designers tournés autour du produit, particulièrement les smartphones, les téléphones portables, et puis les tablettes et puis les PC portables. Par la suite, j'ai rejoint Dell comme consultant en innovation pendant 1 an à Singapour. Et puis ensuite, j'ai rejoint cette fois-ci la deuxième partie de ma carrière, Auchan, pour créer la marque d'électroménager Keylive, donc la marque propre. Voilà, et donc mon travail se résumait à créer cette marque et puis ensuite à monter des bureaux de développement en France et en Chine, et donc à piloter une quarantaine de personnes au total sur le développement produit et en particulier tous les équipements électroménagers. Voilà, et donc on a développé un certain nombre de produits qui ont reçu des prix internationaux. Et à la suite de ça, j'ai eu l'occasion de rejoindre le ministère de l'écologie avec ma casquette d'Auchan pour écrire la loi réparabilité qui est unique au monde, puisqu'ensuite elle a été dupliquée dans différents pays. Voilà, donc c'est une loi qui vise à informer le consommateur sur le niveau de durabilité des produits. Cette prise de conscience m'a amené à réaliser qu'il y a un tournant qui s'opère aujourd'hui et qui se tourne vers des produits plus durables, plus responsables, puisqu'il y a une augmentation du gaspillage et des déchets dans le monde, et d'où la création de Glace en 2021. Et donc, par la suite, Mathieu m'a rejoint. Yes, merci Geoffroy. Et pour ma part, j'ai un passé d'ingénieur. Pendant 8 ans, j'ai été directeur des programmes et avant-projets
et prototypes pour un bureau d'études spécialisé dans les véhicules de compétition. J'ai eu la chance et le privilège de travailler sur des choses assez exceptionnelles comme des Formule 1, mais aussi des drones, qu'ils soient civils et militaires, sur des avions de course, ce qui est un peu moins connu. Avant de prendre ensuite la direction d'une spin-off qui vise à l'application de l'hydrogène dans l'aéronautique. Une belle spin-off que j'ai lancée pendant 3 ans avant d'aller faire le MBA d'HEC, ce qui m'a ouvert les portes de l'investissement, passer du côté plutôt financier et stratégique. J'ai été directeur des investissements chez Safran, notamment dans le groupe en corporate, puis ensuite chez Crédit Mutuel Arkea, avant de basculer sur vraiment tout ce qui était critères de finances durables et de me spécialiser là-dessus, et puis de rejoindre ensuite une activité de conseil en innovation industrielle auprès des grands groupes. Dans mes clients, j'ai notamment Total, Vinci, Michelin, sur des problématiques très larges, mais toujours liées de l'industrie. Et je cherchais à retrouver cet esprit de la spin-off, cet esprit entrepreneurial qui match mes valeurs et qui me permettent aussi d'avoir un vrai impact. Et c'est à peu près à ce moment-là, on s'est rencontré avec Geoffroy, on s'est rendu compte qu'on avait des vraies complémentarités. On vient tous les deux de la technique, mais d'une manière très différente, que ce soit en termes de produits ou que ce soit en termes d'expertise. Et Geoffroy amène évidemment toute la partie design, mais aussi retail, gestion des distributeurs, ce qui est un monde en soi. Et moi, pour ma part, plutôt la partie financière et discussion avec notamment les investisseurs. Donc, vous faites, je l'espère, vous en ferez sûrement partie très bientôt. Et voilà comment on a commencé l'histoire de Douglas. Mais sans plus attendre, on peut peut-être dérouler justement l'histoire de la société elle-même. Et ça peut, Geoffroy, je te laisse commencer et je fais les slides. Alors, Douglas, c'est le dernier appareil électroménager que vous aurez besoin d'acheter. Alors, le contexte, il est sans appel, puisqu'on a une augmentation. Est-ce que les slides se déroulent bien de votre côté? Alors là, je crois que non. En tout cas, de mon côté, je vois la toute première slide, le dernier appareil. Oui, c'est bien celle-là. Non, ça ne va pas passer. Non, on devrait être sur la deuxième, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait autre chose. Excusez-nous pour petit contretemps technique. J'essaie de repartager différemment. Attends. Est-ce que là, c'est mieux? Non, c'est live. Oui, très bien. Ouais, il y a un énorme temps de latence. J'en suis désolé. On a dû mettre en. Ok, on a mis en plein écran il y a 3 minutes. Je vais juste essayer de passer. Je vais peut-être essayer de voir si je peux partager mon écran. Ça sera peut-être plus. Attends, je vais. Ouais, il y a un énorme lag, c'est pas très agréable. Je suis désolé. Mais pas une société que d'informatique. Voilà, ça va un peu. Mais... Partager. Tu veux mettre. Alors, regarde le son. Là, est-ce que vous voyez mon écran du coup? Oui, très bien. Ok, donc. Faut être flexible quand on est une startup. Mode plein écran. Excellent. Garde le son de ton côté. Donc, le contexte est sans appel. C'est une croissance de déchets inédites, des déchets électroniques, donc les D3E, puisque aujourd'hui, c'est la croissance la plus forte au monde. Ce qu'on constate à côté, c'est qu'il y a plus d'un achat sur 2 qui est consécutif à une panne. Et donc, pourquoi ces achats neufs? Tout simplement parce qu'il y a des freins à la réparation. Et on le voit ici, le coût est un frein, et le principal frein à la réparation. C'est des coûts qui sont assez importants. Il y a l'obsolescence programmée, il y a des craintes par rapport à la réparation elle-même, et puis une complexité, une lourdeur de la réparation qui fait que les gens, par réflexe, vont se tourner vers le neuf parce que ce sont en général des appareils qu'on utilise au quotidien.
Et donc, attendre 3 à 4 semaines, ce n'est pas soutenable pour les ménages. La réparabilité, donc c'est devenu un des critères d'achat les plus importants. On le voit aujourd'hui, c'est extrêmement communiqué par la grande distribution et ça fait aujourd'hui partie des arguments de vente. Et quand on regarde les différents critères aujourd'hui autour de l'acte d'achat, on a la performance en priorité, évidemment, ça ne change pas. On a le prix et désormais la réparabilité. Et on le voit avec les critères de réparabilité maintenant qu'on a sur les produits, apporte davantage à ce changement. Alors, c'est quoi De Glace? Nous concevons, produisons et distribuons de l'électroménager sans obsolescence. Et notre vision, c'est de devenir la référence mondiale de la durabilité, reléguant les concurrents, par conséquent, à l'économie du passé. Alors, pourquoi commencer par l'aspirateur? Tout simplement parce que c'est déjà un premier critère, c'est la taille du marché. C'est à lui seul quasiment le produit qui porte la croissance sur l'électroménager. On voit ici qu'en France, l'aspirateur balai a une très forte dimension de chiffre d'affaires puisqu'on est à 353 millions d'euros par an. Et on voit une baisse, donc avec une augmentation de 14%. Et on voit une baisse significative sur les autres types d'appareils. Et donc, l'aspirateur traîneau est en baisse. Voilà, et pour autant, c'était des appareils plutôt durables puisqu'ils se branchaient sur secteur. Mais aujourd'hui, on a des appareils qui sont de plus en plus complexes et donc, par conséquent, de plus en plus fragiles. Mais c'est un marché ultra dynamique et on voit en Europe que c'est 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Deuxième argument, c'est que c'est un produit qui est assez peu durable. Donc, comme on le voit ici, c'est le baromètre Fnac Darty. Et donc, il vient mesurer la durée de vie des produits et le renouvellement des différents appareils. Donc, on voit ici que les renouvellements les plus fréquents, c'est après 2 ans, c'est le smartphone. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une marque qui s'est positionnée comme une alternative, qui est Fairphone. Et ensuite, sur l'électroménager, il n'y a personne. Et donc, nous avons souhaité, avec De Glace, se positionner, être le leader sur ce segment-là, puisqu'on voit beaucoup de produits qui sont remplacés au bout de 4 ou 5 ans, ce qui est donc plus soutenable à la fois pour les ménages, mais aussi pour l'environnement. Et le troisième argument, c'est une insatisfaction grandissante du SAV. On voit ici que même les marques premium, comme Dyson, après la période de garantie, ont des avis clients qui sont assez mauvais, puisqu'on voit ici que sur un panel de 1000 personnes, 1000 avis sur Trustpilot, c'est plutôt considéré comme très mauvais. Et donc, quand on regarde quelques avis, c'est des durées de remplacement, enfin de réparation qui sont trop importantes, entre 4 et 5 semaines, et puis des coûts de réparation qui sont très, très importants et donc qui sont plus alignés aujourd'hui avec le contexte actuel. Alors, notre différenciation, elle est très claire. On apporte 3 réponses à 3 problématiques. La première problématique, c'est qu'on a besoin aujourd'hui d'un technicien pour identifier la cause et l'origine de la panne, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du produit. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il faut envoyer le produit chez un réparateur. Et donc, il faut des compétences pour démonter le produit, pour dessouder les fils, pour remplacer une pièce, si tant est que la pièce est toujours disponible. Et là, on arrive au troisième problème, c'est l'obsolescence même des composants. On voit aujourd'hui qu'un aspirateur, il y a 10 ou 15 ans, avait des performances moins alignées, moins puissantes que les composants qu'on peut trouver aujourd'hui. Et donc, il y a cette obsolescence qui est aussi un problème, qui est une obsolescence technologique. Et donc, notre solution, c'est l'aspirateur balai Fraction, qui est l'appareil modulaire et évolutif. Et donc, vous voyez ces 3 réponses ici au travers de l'autodiagnostic qui est piloté grâce à notre application, qui permet de comprendre d'où vient l'origine de la panne. Ensuite, vous avez un produit qui est entièrement démontable puisqu'il est conçu avec des modules interchangeables. Donc, on voit sur la partie du milieu
différents modules qui composent le produit. Donc, tout est réparable à la main, sans outils ni notice, et tout se fait en moins d'1 minute. Et donc, ça n'a rien à voir comparé aux 4 ou 5 semaines de réparation. Et puis enfin, on a une compatibilité avec les futures évolutions technologiques, puisque nos modules pourront accueillir plus tard de nouvelles batteries, de nouveaux moteurs, et donc par conséquent, on n'a pas besoin de stocker des pièces détachées sur 10 ou 15 ans, puisqu'on viendra référencer les pièces détachées du fournisseur de moteur, du fournisseur de batterie, et on restera par conséquent avec un produit toujours aligné avec les technologies du moment. Mais on ne va pas uniquement sur le produit, on va bien au-delà, puisqu'on accompagne le consommateur sur toute l'expérience de la vie de son produit, à commencer par la configuration de son appareil, puisque on n'a pas tous les mêmes besoins, et donc d'avoir des performances très importantes pour des petites superficies, ce n'est pas forcément l'idéal. Et donc, la modularité nous permet de venir configurer soi-même son produit sur mesure, puisqu'on proposera 2 batteries de différentes capacités et puis des moteurs aussi de différentes puissances. Ensuite, on a la partie prévention. Donc, prévenir la panne, c'est aussi avoir un entretien au quotidien qui soit performant. Et donc, on a par exemple ici la possibilité pour le consommateur d'être alerté quand il faut nettoyer les filtres. Ensuite, on a la partie prédictive de notre application qui permet d'anticiper les baisses de performance inhabituelles et prolongées, et donc d'anticiper la panne qui arrive en général soudainement, précisément au moment d'ailleurs où on utilise l'appareil. Ici, on pourra permettre au consommateur d'être alerté et de commander un nouveau module pour le recevoir 48 heures plus tard, et donc de remplacer avec le module qui arrive en fin de vie. Et enfin, on propose au consommateur le recyclage de son module défectueux en remettant le module dans la boîte qui est préaffranchie et qui a servi à envoyer le module neuf. Alors, on ne va pas qu'uniquement sur de la durabilité, on va aussi sur de la performance et, en l'occurrence, sur de l'hygiène, puisque l'aspirateur nous permet d'aller aussi sur de l'innovation. Et là, en particulier, on a intégré une lumière UVC qui permet d'éradiquer sur un seul passage l'entièreté des acariens et des microbes qu'on peut trouver donc sur les différents sols et les moquettes. Et donc, on est sur une innovation que n'ont pas les concurrents. Alors, pour nos formules, on a deux propositions. La première proposition, c'est fraction avec un prix qui est entre 699 et 899 €, avec un remplacement illimité et gratuit des modules pendant 3 ans. Et donc ça, la différence de prix se calcule sur la configuration que le consommateur pourra sélectionner, donc en fonction des performances. Et puis enfin, on a Fraction Pro, qui pourra être aussi utile pour le marché du B2B, puisqu'on propose 10 ans, cette fois, de remplacement gratuit des modules, avec une configuration qui correspond à la meilleure performance au niveau du produit. On réfléchit également à un abonnement pour les hôtels, en particulier, pour leur permettre d'avoir plus de 10 ans de garantie et donc de pouvoir changer quand ils le souhaitent, en tous les cas quand c'est nécessaire, le module défectueux. Et je te laisse. Et je prends la main, merci Geoffroy, sur la suite de la présentation. On a parlé longuement des bénéfices pour nos consommateurs et nos clients avec qui on va avoir une relation vraiment de proximité. Tout matériel que nos consommateurs n'auront pas besoin d'acheter, c'est évidemment un matériel qu'on n'a pas besoin de produire, et donc un impact environnemental dont on n'a pas besoin et dont on va pouvoir se passer. De pouvoir avoir un cycle de business model qui soit vraiment vertueux et conçu pour la circularité dès le début, avec la prise en compte du recyclage, également de la remise en circulation, donc de la seconde main grâce à cette gestion modulaire, nous permet d'avoir une analyse de cycle de vie qui va nous faire éviter quasiment 90% des déchets qui seront générés habituellement par n'importe quel autre concurrent, simplement par leur business model. Donc, on est là sur vraiment un changement de paradigme sur à la fois, pas uniquement sur la façon de produire, mais sur réellement la façon de consommer, la façon de vivre au quotidien. On va rendre
à l'utilisateur déjà l'argent qu'il n'aura pas besoin de dépenser pour acheter un appareil neuf, et on va rendre à la planète finalement aussi les métaux qu'on n'aura pas besoin d'aller sourcer, etc., etc. Donc on est accompagné là-dessus également, hein, c'est notre ADN d'éviter ça, on évite tous les faux pas de greenwashing, on a un indice de réparabilité qui est à 10 sur 10, on est notamment labellisé par la Fondation Ellen MacArthur, et on est en permanence en train de raffiner justement cette analyse de cycle de vie pour toujours optimiser notre impact, nos matériaux, et pouvoir proposer finalement quelque chose que peu ont fait aujourd'hui, c'est-à-dire un appareil résolument premium qu'on a voulu désirable, qu'on a fait avec des performances de haute performance, mais avec surtout de haute performance environnementale. Donc on a vraiment réussi à allier le désirable au souhaitable pour la planète. Et comment on a aussi réussi à le faire, et comment est-ce qu'on arrive à proposer des garanties de 3 ans dès le lancement alors qu'on est une jeune start-up, et même de 10 ans pour les pros, et parce qu'on a analysé, on s'est plongé dans les pannes des aspirateurs, et l'expérience de Geoffroy sur le SAV d'Auchan, et d'avoir monté déjà une société complète qui faisait des appareils électroménagers et qui fait déjà plus de 180 millions de chiffre d'affaires, nous a bien aidé, ce qui nous permet justement d'avoir ces modules qui soient ultra pertinents sur les causes de panne, et qui permettent une gestion fine aussi du risque, qui soit financier pour nous évidemment, mais qui soit d'usage pour l'utilisateur. Et donc tous ces éléments-là nous permettent d'avoir déjà finalement tout un tas de data qu'on a implémenté évidemment sur notre aspirateur, qui, même si c'est notre premier produit, bénéficie de toute cette expérience et est loin d'être le premier produit qu'on fasse finalement tous les deux. Et ce changement de paradigme de business model et cette approche presque statistique, j'ai envie de dire, de panne, nous permettent de proposer à l'utilisateur quelque chose qui est ultra compétitif en termes de performance et en termes de rapport performance-prix. On sait bien qu'aujourd'hui, et Geoffroy l'a très bien dit au début, dans un magasin, la première chose qu'on va tous regarder, c'est évidemment, est-ce que ça aspire bien? C'est quoi la puissance d'aspiration? C'est quoi l'autonomie? Et ensuite, je vais commencer à réfléchir à tout le reste. Et donc, oui, on s'est positionné sur un appareil qui est premium, avec des vraies performances. On a redéveloppé une grande partie des éléments qui sont dedans. Et ça nous permet d'être avec un rapport prix-performance qui est largement au niveau d'un Dyson ou d'un Samsung, avec en plus, pour se différencier et vraiment valider l'achat, cette relation qui va être extrêmement transparente, extrêmement directe avec le consommateur, et finalement juste par rapport à lui et par rapport à toute la chaîne de valeur. C'est notre premier marché, c'est notre premier produit. On a pris le temps d'aller à la rencontre des consommateurs. On en parlera un peu après, mais on a fait plusieurs salons déjà pour vraiment être au contact. On sait que ce marché, il est ultra dynamique. Il fait 3,8 milliards en Europe, il en fait 13,5 dans le monde. Et l'avantage, c'est que c'est un appareil qui, en changeant très peu de choses, s'adapte à quasiment tous les marchés mondiaux. Il s'agit d'un peu d'autonomie, un petit peu de taille de réservoir, mais c'est finalement assez facile et les certifications sont assez accessibles. En France, notre secteur qui est donc sur la partie premium, c'est au moins 47 millions de chiffre d'affaires potentiel très rapidement sur, on va caricaturer, hein, les acheteurs de Tesla, des personnes qui sont des amoureux de la technologie, qui veulent un beau produit, qui veulent un produit performant et qui sont quand même sensibles à leur empreinte environnementale et qui ne sont pas prêts à acheter n'importe quoi. Donc, on a ce pool de personnes et qui grandit en plus et qui est amené à doubler. Ça, c'est pour notre premier marché B2C. On est une marque, on va aller à la rencontre de nos utilisateurs, et c'est pour ça qu'on souhaite être B2C et D2C même tout de suite. Maintenant, on a aussi la chance que notre technologie, elle regroupe plusieurs choses. Cette modularité, elle va nous permettre de proposer des choses très intéressantes pour le B2B. Geoffroy a dévoilé un petit peu l'hôtellerie, mais tous les petits commerçants qui vont pouvoir notamment avoir une forme de location de matériel qui sera pas juste du financement, mais qui sera réellement rentable pour eux, puisqu'ils ne paieront finalement que le prix des modules de remplacement en termes d'abonnement. Et également, on va avoir toute cette technologie de maintenance prédictive, de diagnostic de panne, qui aujourd'hui intéresse. Alors Bosch, on discute avec eux activement, mais également à peu près tous les major players de ce type d'appareil au sens très large, c'est-à-dire au sens électromécanique, que ce soit l'électroménager ou autre, qui seront en capacité d'intégrer en marque blanche
tout notre savoir-faire en termes de diagnostic de panne et de maintenance prédictive. Et donc ça, c'est également un relais de croissance formidable, évidemment, et qui peut être très rapide à mettre en place. Commençons déjà par notre petite échelle, même si tout ça, c'est ce qu'on garde en vision. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Très clairement, on a lancé donc au Salon du Made in France notre appareil en le présentant au public, en le dévoilant, ce qui nous a permis en 3 jours d'avoir 400 à 500 personnes qui s'étaient préinscrites sur notre site pour ensuite être prévenues de la campagne de précommande. On fait grandir cette communauté au fur et à mesure. On est maintenant on a même dépassé les 900 aujourd'hui. L'idée, c'est de la faire grandir au maximum. Et évidemment, le crowd equity qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi un relais pour faire grandir cette communauté, pour qu'on transforme l'essai avec une campagne de précommande sur la fin d'année, avec à minima 500 précommandes vendues, avec des prix évidemment intéressants, qui vont nous permettre d'initier évidemment le BFR sur les premières séries. En parallèle de ce lancement, on va avoir des négociations qui sont en cours avec déjà 5 enseignes qui sont ravis de nous voir challenger un petit peu les players habituels. Alors, on pourrait se dire que, oulala, avec les enseignes, c'est compliqué la négociation. En vérité, ils sont très contents qu'on vienne chatouiller un petit peu les personnes avec qui ils ont aujourd'hui un pouvoir de négociation qui est un peu plus limité. Quand un Dyson a 40% de part de marché, bah, même en étant de la grande distribution, c'est compliqué d'aller négocier. Donc, ils sont contents qu'on arrive, et en plus avec des produits durables, ce qui est évidemment dans la dynamique actuelle. Et il y a finalement trop peu de personnes qui proposent des produits durables. Et finalement, c'est aussi pour ça qu'on est là. Cette roadmap de lancement commercial, elle s'accompagne évidemment d'un lancement financier. Donc, ces 500 précommandes pour cette année, pour la fin d'année, ils seront sous notre sapin de Noël pour le coup, pour pouvoir les distribuer ensuite sous le sapin de Noël de nos utilisateurs dès l'année d'après, et s'accompagner d'un lancement commercial global, donc en 2025, avec 2000 pièces vendues, avant de monter à 16 000 pièces vendues en 2026, et dès 2027 de passer à 42 000 pièces. Alors, tout le monde n'est peut-être pas familier des ramp-up et tout ça. On a travaillé cette courbe avec nos partenaires distributeurs. L'effet de volume est extrêmement important grâce à ces distributeurs. Alors, ça impacte évidemment légèrement notre marge, mais vous voyez qu'on a un EBITDA qui est quand même extrêmement raisonnable, puisqu'on va pouvoir avoir un résultat positif dès 2026 avec un EBITDA qui va se stabiliser entre 15 et 20% dans le temps. Et surtout, avoir ces grands distributeurs va nous permettre d'attaquer un marché européen très, très vite, donc dès fin 2026, et d'avoir cet effet de volume. Il faut imaginer qu'un Fnac Darty, on ne va pas les nommer, ils ont 900 magasins en France. Imaginez qu'un aspirateur vendu par semaine, même sur la moitié de ces magasins, ça représente quasiment 20 000 unités vendues à l'année. Donc, il y a un effet de volume qui peut être extrêmement rapide grâce à ce relais de croissance, même si on va maintenir une vente en direct. Comment on se situe en termes de roadmap aussi technique par rapport à ça? Évidemment, on a ce prototype que vous voyez sous vos yeux, qui est un prototype totalement fonctionnel. C'est celui qu'on a montré au Salon du Made in France, et que je ne sais pas si certains étaient là, mais que les clients ont pu tester. Donc, c'est plus qu'un concept car, il roule pour de vrai. Et toutes les fonctionnalités sont là. Ce qu'on est en train de faire, c'est de l'industrialiser. C'est ce qu'on a initié. Et donc, on passe d'un joli proto qui a été fait à un modèle unique, on fait 2, à une série qu'on soit capable de produire en grande quantité. Donc, ça, c'est toute la phase d'indus qu'on est en train de lancer. Ça s'accompagne évidemment de CAPEX et de besoin de financer notamment des outillages et autres. Et c'est la raison pour laquelle on fait cette levée de fonds, pour initier cette industrialisation, et également pour accompagner ce lancement commercial. On l'a dit, on est en B2C, on va se lancer en précommande, on va avoir besoin de faire de la communication et de construire l'image de la marque. Et c'est pour ça qu'on lève des fonds aujourd'hui avec vous. On est déjà accompagné par une banque et par BPI qui nous a soutenus jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a déjà, sans compter ce qu'on y a mis nous, mais on a déjà plus de 250 000 € qui ont été investis par nos partenaires pour sortir ce beau prototype. Donc là, cette levée de 500 000. Et puis demain, une levée qui viendra à 2 millions, qui va permettre là pour le coup d'acheter les outillages pour faire de la grande série et pas de la petite série. On s'est présenté longuement tout à l'heure. Si vous avez des questions, on sera ravis de revenir sur nous. Mais je pense que ce qui est important, c'est aussi qu'on a des reconnaissances. Ce n'est pas juste des belles promesses. On a 6 prix nationaux derrière ce prototype, que ce soit sur de l'IoT pur et dur, et donc sur vraiment l'aspect technique,
ou que ce soit sur des aspects plus environnementaux ou sur des aspects plutôt business ou en tout cas marché. Donc, on a vraiment remporté des victoires qui couvrent à peu près l'ensemble. On est que 2 aujourd'hui dans la société. On a 2 profils qui vont nous rejoindre dès cette année. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire grandir l'équipe, avec notamment, on le sait, vous l'avez sûrement compris, mais on n'est pas forcément du marketing directement. On a besoin de quelqu'un qui va pouvoir porter cette brique-là, et on est ravis d'avoir déjà identifié 2 personnes qui pourraient nous rejoindre. Et également, évidemment, des personnes plus techniques. On va intégrer la R&D de plus en plus fort. Aujourd'hui, on a travaillé avec des partenaires, nous 2 plus des partenaires. On va l'intégrer de plus en plus pour, dès 2025, passer sur une équipe de 12 personnes qui va vraiment gérer l'intégralité de nos développements. En partenaire de cette équipe de choc qu'on intègre, on va avoir une équipe de choc de partenaires industriels. On va avoir notamment sur la production. Alors, j'ai parlé de Bosch tout à l'heure en marque blanche, ce n'était pas totalement innocent. On est en discussion avec un site de production de Bosch. Avec 500 000 ou même 2 millions d'euros de levée, on ne va pas construire notre usine et ça serait un gâchis de CAPEX. Le modèle qui a fait ses preuves, c'est aujourd'hui de s'accompagner d'un major de l'industrialisation de produits très proches, qui a un outil industriel, qui peut le mettre à disposition. Ça a été une vraie réussite pour Devialet, ça a été une vraie réussite pour Angel Bike, qui a fait pareil avec Seb. Donc voilà, on en sera ravis de bénéficier à la fois de leur outil industriel, de leur savoir-faire en termes de gestion de fournisseurs, et ça va permettre d'éviter également et de débugger un tas de choses très rapidement. On va avoir un deuxième partenaire qui sera là plutôt sur la logistique. Vous l'avez compris, on a ce modèle circulaire, donc on a besoin de quelqu'un sur la logistique, et également sur la partie recyclage, puisqu'on assume 100% de ce qu'on produit et on le revalorise à 100%. Donc, ce qu'on ne pourra pas remettre en seconde main ou en reconditionné sera recyclé, et on espère tendre vers un 100% de recyclage. On est que tous les 2, mais on a quand même construit un board advisor, on y tient, et il va continuer de vivre, il va évoluer pour garder les pieds sur terre et puis aussi pour nous ouvrir autant des portes que notre esprit parfois. Dans ce board advisor, on peut tous les remercier pour tout ce qui nous amène. On a entre autres Antoine Carrière qui vient de chez Google aux États-Unis, qui donc a une vraie vision stratégique sur l'innovation, sur comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer aussi l'IA dans la partie diagnostic. On va voir Jules Tréco, qui est un des cofondateurs avec Marc Simoncini des vélos Angel Bike, qui, sur l'industrialisation, a pu nous apporter énormément. Anaïs Vagilis, qui est peut-être la papesse de la réindustrialisation de la France. Raphaël, qui a été un ancien de chez Lenovo et qui maîtrise le retail et particulièrement le retail des produits électroniques sur le bout des doigts. Et Tony Damota, qui est un consultant en stratégie émérite et absolument brillant, et qui nous accompagne là, en effet, sur un volet plus stratégique et approche du marché. On est ravis d'en compter un certain nombre de ceux-ci également parmi les investisseurs, et parmi les investisseurs même par la plateforme WeSeed. Donc, c'est un vrai plaisir de poursuivre ça. Ce qui me permet d'aller également sur ce tour de table de 500 000 € auquel nos advisors participent. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ce tour de table de 500 000 € en action, on va évidemment le compléter par tout ce qu'on va pouvoir avoir comme effet de levier, que ce soit bancaire, que ce soit en obligation convertible via la French Tech Seed, via BPI, que ce soit en subvention, etc. Donc, ces 500 000 € vont nous permettre d'avoir entre 1 million et 1,3 million d'argent disponible pour pouvoir faire avancer cette société. On va en allouer à peu près la moitié pour toute la partie d'industrialisation, parce qu'on a parlé de pré-industrialisation en tout cas, notamment sur les développements des process, sur l'optimisation, sur la certification. Et ensuite, on va avoir deux grands postes. Un poste évidemment marketing et de lancement, j'en ai parlé. On va mettre l'énergie et les talents qui vont bien là-dessus. Et puis onboarding justement des talents, qui sera l'autre grand crunch de ces dépenses. Et vous voyez qu'avec 1,2 million, 1,3 million, on va encore avoir un petit peu de marge, et c'est bien normal évidemment, pour permettre d'atteindre ce palier d'industrialisation et cette prochaine levée de fonds. Et on sera ravis d'accélérer évidemment encore plus vite, de développer encore plus de features, d'accessoires, etc., qui seront pertinents pour le client. Voilà, on espère avoir couvert à peu près l'ensemble du projet. On est à vos dispositions pour des questions, et merci encore.
à vous tous. Merci. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très, très intéressant. Surtout la problématique. Encore il y a quelques jours, je lisais que les Français consomment en moyenne entre 15 et 20 appareils électroménagers dans leur vie, alors que dans d'autres pays, on est plutôt sur 6 ou 7. Et donc, 2 fois plus de déchets. Donc, c'est quand même une problématique très courante et qui touche à tous. Et tu as totalement raison, Juan. Et ce qui me permet d'ajouter une dernière chose, c'est notre premier produit. On n'a pas vocation à être une marque uniquement d'aspirateur, vous l'avez compris. Notre play, ça va être vraiment de changer complètement le paradigme sur l'ensemble des produits qui évoluent finalement peu en termes d'usage, ce qui nous permet de garantir la compatibilité notamment, qui vont avoir un prix intrinsèque qui justifie totalement une réparation et qui, enfin, a aujourd'hui une obsolescence qui est extrêmement insatisfaisante pour les clients. Voilà pourquoi est-ce qu'on a choisi ce produit en premier. On en a tous plein les tiroirs de ce genre de produit et tu l'as très justement souligné. On a une cinquantaine quasiment de produits là en liste qu'on sait pouvoir lancer. Donc, c'est vraiment une gamme complète et autant de marchés, autant de consommateurs, autant de manières de réinventer finalement le monde du quotidien. Parfait. Ouais, tout à fait. Excellent. Je vais peut-être passer aux questions là sur le chat. Je vois qu'on en a pas mal de questions. Je vais donc commencer. Hop. Je vais donc commencer par la question. Hop. Je vais juste vous mettre en évidence. Hop. Je vais donc commencer par la question de Monsieur de Fortry qui se demande donc plusieurs questions. Est-ce qu'un produit réparable n'aurait pas vocation à être plus simple? On voit bien que sur les voitures, par exemple, plus on rajoute d'électronique, plus on a de soucis. Ça, c'est la première question. C'est très pertinent. On a cette dualité, ce besoin d'amener aussi du service sur l'appareil. Je prends un parallèle, la partie diagnostic aujourd'hui doit être faite en magasin. Donc, on va se baser, alors non pas en rajoutant des gadgets qui vont venir compter le nombre de virus que vous avez dans votre pièce, mais on va rajouter de la technologie, donc des capteurs qui sont des choses robustes et qui sont maîtrisées pour justement amener ce diagnostic et aider justement à prévenir les pannes qui seraient des pannes un petit peu faciles. Par ailleurs, on est sur un appareil où on a voulu également proposer une version, par exemple, sans écran dessus pour pouvoir simplifier au maximum. Et cette modularité va vraiment nous permettre d'avoir une gamme complète d'appareils très simples ou relativement complexes avec les innovations comme la lampe UVC ou autre, qui amènent un vrai plus pour l'utilisateur. Mais la techno qu'on amène, elle a ce sens qu'elle n'est vraiment pas gadget, elle est là pour aider justement à la durabilité. Et en effet, le problème d'une techno pour de la techno, c'est que ça engendre des causes de panne, bien sûr. Là, on amène ces technos pour les éviter. Je vais ajouter quelque chose. Oui, c'est la technologie au service de la réparabilité. Donc, ce qu'on voit sur les voitures, c'est qu'elles ne sont pas conçues, elles ne sont pas pensées pour être démontables. Et de toute façon, on est sur une tendance où les produits deviennent de plus en plus technologiques. Et donc, pour faire face à ça, on n'a plus d'autre choix que de segmenter le produit en différents modules pour permettre justement cette modularité, ce remplacement assez rapide. Okay, ouais. Donc voilà, c'est de la technologie au service de la durabilité et pas de la technologie pour la technologie. En l'occurrence, là, le produit, comment dire, c'est une construction relativement standard hein, avec un moteur, une batterie. Donc on n'est pas sur quelque chose on n'a pas inventé un nouvel aspirateur, on a réinventé l'aspirateur. Ce qui est différent. Oui, voilà, c'est ce que je retiens de votre réponse, c'est que durabilité et technologie ne sont pas deux mots qui sont contraires. C'est des mots qui peuvent s'allier et c'est justement ce que vous cherchez à faire. J'ai une deuxième question. Qu'est-ce qui vous fait penser que des concurrents comme Dyson ne vont pas évoluer vers justement du matériel plus réparable? Alors, je peux répondre. En fait, ils sont pris sur un modèle économique
aujourd'hui où un concurrent comme Dyson développe des produits et fait son chiffre d'affaires sur le renouvellement de cette gamme. Et donc, il va sortir un nouvel appareil tous les 2 ans pour booster cette dynamique-là, parce que quand il va intégrer une nouvelle batterie ou un nouveau moteur, il va reconcevoir l'entièreté du produit, il va vendre un nouveau produit. Là où nous, on va concentrer notre évolution sur ce nouveau module moteur, ce nouveau module batterie, on va pouvoir rendre disponible. Et la difficulté qu'a un Dyson, c'est que, oui, techniquement, d'un point de vue technologique, évidemment, c'est comme les smartphones avec Apple, il pourrait en fait s'en inspirer et copier notre projet. La difficulté qu'il a, c'est qu'est-ce qu'il va vendre ensuite. C'est un nouveau modèle économique qui est un peu en contradiction avec ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et puis aujourd'hui, donc ça c'est le premier point, et puis aujourd'hui, ils ont 40% de part de marché. Ils ne vont pas se réinventer. Ils vont rester sur ce qu'ils font aujourd'hui. Et donc on voit que les marques historiques, elles ne perdent aucun pivot en général. Et là, c'est un pivot pas uniquement technologique, mais aussi autour du modèle économique qui est beaucoup trop fort et beaucoup trop important pour qu'il soit opéré. Voilà. Donc, ils vivent avec un renouvellement rapide. Voilà. Et puis ensuite, ils ont un modèle économique qui est quand même historiquement sur le renouvellement rapide. Et ils sont leaders aujourd'hui. Les leaders ne changent pas. Pour ajouter juste une chose, on sera ravis si le standard qu'on est en train de créer et ce qu'on a breveté est adopté également par d'autres sociétés. J'en ai parlé en marque blanche pour la partie soft, la partie physique de cette modularité qu'on a également brevetée. On serait ravis qu'elle soit adoptée par d'autres sociétés, ne serait-ce que pour le bien-être de la planète. Et puis qu'on puisse, nous aussi, ça veut dire faire de la compatibilité sur d'autres appareils. Ça va venir, en fait, pousser cette économie de la circularité et du module, et ça va ouvrir une autre façon de consommer, et ça va redistribuer un peu les cartes de la compétition. Très bien, c'est très, très clair. Et si je me permets d'ajouter quelque chose, hein, vous me coupez si je me trompe. Mais effectivement, si la stratégie de la société, c'est peut-être pas au final, vous focaliser que sur l'aspirateur. C'est aussi d'éventuellement vous développer sur d'autres produits, de diversifier l'offre et effectivement de se développer dans cette idée de réparabilité et durabilité des projets électroménagers. Donc au final, Dyson ne sera pas le concurrent. Ça sera pas le seul, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Et on ne s'interdit pas d'aller au-delà de l'électroménager. On ne s'interdit pas d'aller vers de la mobilité. On ne s'interdit pas d'aller. Enfin bon, on va pas tout dévoiler là tout de suite, mais il y a vraiment une galaxie devant nous. Ce que ne peut pas faire Dyson d'ailleurs, parce qu'eux, ils ont une légitimité sur le cyclone qu'ils vont pouvoir dupliquer sur quelques produits comme le sèche-cheveux. Mais quand ils vont aller sur autre chose, ils ne seront pas crédibles parce qu'ils ont cette crédibilité qui est très forte sur cette technologie. Donc, ils sont à la fois limités sur le territoire physique de la marque, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller sur plein de produits différents. Ils sont limités et donc, par conséquent, ils sont obligés de construire avec un renouvellement de cette gamme. Là où nous, notre modularité, on peut l'appliquer. Donc, on a cette crédibilité-là, on pourra l'appliquer sur une diversité de produits et donc avoir cette légitimité sur du modulaire. Voilà. Donc, c'est ce qui fait aussi la différence avec un Dyson. Parfait, très très clair. Je reprends les questions. Est-ce que vous avez estimé le nombre de foyers cibles, ces fameux Tesla lovers dont vous avez parlé? Bien sûr, ouais, je ne sais pas si on a le nombre de foyers exact. J'ai pas envie de dire une grosse bêtise, donc je vais pas le dire. Ce qu'on a estimé, c'est que ça représente c'est 47 millions potentiels de chiffre d'affaires en France et dans un premier temps. Donc, je vous laisse faire le produit qu'on croit sur le coût du produit. Ça vous donnera à peu près à peu de choses près le nombre de foyers. Parfait. J'ai une autre question de Xavier qui me demande est-ce que l'aspirateur a été comparé à ses concurrents? De quelle manière et par qui?
Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est un prototype. J'aime bien le parquet parce que c'est en effet très pertinent. Ici, voilà, je vais chercher ma slide. Aujourd'hui, c'est un prototype que vous avez sous les yeux. Donc, c'est évidemment pas la partie avec le marquage CE. C'est pas le modèle qui s'est certifié. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas le choix que de nous faire confiance par rapport à ce qu'on a mesuré en l'utilisant et dans notre bureau d'études en termes de performance. C'est aussi les performances cibles finalement en termes de durée et autres. Ce qu'on va initier là, et ça fait partie de ce qu'on va financer, c'est le marquage CE. Et c'est donc également tous les tests de durabilité, tous les tests de performance pour certifier ce que là vous avez sous les yeux, puisque vous permet de vous comparer à peu près. Alors, la puissance d'AirWatt, ce n'est pas le seul, mais c'est un assez bon critère quand même pour approcher de l'efficacité d'aspiration. Ce n'est pas le seul parce qu'il y a la brosse qui tourne, il y a la perte de charge dans les cyclones et dans les différents étages de filtration, etc. Mais globalement, c'est un assez bon indicateur. Okay. Parfait, très très clair, merci. On va comparer avec les fiches techniques, tout simplement des produits concurrents qui sont disponibles. Et donc ça, on a les performances. Nous, on a les performances aussi intrinsèques parce qu'on a acheté auprès du fournisseur de moteur son moteur avec sa fiche technique. Donc voilà, ça nous donne un certain nombre d'éléments. Tout ça testé en laboratoire, ça nous permet d'avoir une fiche technique qui est qu'on peut mettre en parallèle des concurrents. Parfait, très très clair. Toujours Xavier qui demande, est-ce que ça sera possible de prolonger la garantie? Si oui, à quel coût? Est-ce qu'il y a un système d'abonnement possible pour la maintenance? C'est clairement un modèle économique sur lequel on se penche, notamment sur la partie professionnelle, où avoir un peu moins de coûts upfront, mais d'avoir des modèles de location peut être pertinent. On est dubitatif sur un pur modèle de location parce que au final, en termes de coût total d'usage, c'est pas toujours intéressant pour le consommateur. On le voit sur les téléphones, on le voit sur les ordinateurs, etc. Donc, c'est un modèle qu'on regarde. L'extension de garantie, c'est quelque chose de très particulier également, parce que souvent, l'extension de garantie, elle est soit portée par le distributeur, si je ne dis pas de bêtises, sur leur programme de fidélité et autres, et pas toujours par la marque directement. Donc ça va également dépendre, bien sûr, des distributeurs avec qui on travaille, et ça va dépendre également des premiers retours. Aujourd'hui, on est une start-up. On doit lancer ce produit, on veut le lancer bien, on ne va pas aller sur des surpromesses non plus. Ces 3 ans de garantie qui sont déjà au-delà des garanties légales, qui sont 2 ans, on est serein sur la capacité à aller les atteindre. On va déjà le faire, on va le faire très bien. Ensuite, on sera ravi d'enrichir avec d'autres propositions de modèles économiques. L'idée, c'est d'avoir une société qui propose, qui tienne ses promesses, qui propose un beau produit, qui propose un produit performant, qui tienne toutes ses promesses en termes de modèle économique. Et après, on sera ravi évidemment d'étoffer ça. Oui, très bien. Oui, puis il y a un acte d'achat qui est encore un peu conservateur. Donc, comme l'a dit Mathieu, si on transforme l'acte d'achat classique, qui est j'achète le produit et j'en suis propriétaire avec une offre d'abonnement, je pense qu'il faut y aller étape par étape. Et la première étape, c'est d'abord de vendre le produit avec cette durée de garantie. Et puis ensuite, on réfléchira à un modèle de location avec peut-être une option d'achat. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses possibles puisque cette modularité nous permet. Oui, ok, très très clair. J'ai encore une autre question. Est-ce que l'application à laquelle vous avez fait référence est déjà développée et disponible? Non, elle n'est pas disponible, elle sera disponible avec le lancement commercial, évidemment. Non, bien sûr. Parce qu'il faut l'application, d'abord, il faut la certifier auprès d'Apple et de Google. Et une fois qu'elle est certifiée, donc elle est mise en ligne. Et donc, nous, on n'a pas vocation à mettre en ligne l'application d'un prototype, puisque ça ne donnerait pas grand-chose pour les consommateurs. En revanche, dès qu'on sera sur une pré-série, c'est-à-dire à horizon début 2025,
on réfléchira à mettre en ligne sur un petit panel de consommateurs test cette application pour leur permettre de tester le produit et de faire des remontées. Et donc, nous, on est assez, et on l'a vu avec nos expériences respectives, on est assez exigeant sur la durabilité, sur la qualité du produit. Et donc, cette application, effectivement, sera disponible au moment où le produit sera on va dire, en commercialisation. Et aujourd'hui, elle existe et c'est celle qu'on utilise en fait pour nos tests. Donc, elle existe de manière un peu différente. C'est une admin. Qu'on fasse un petit peu de design graphique dessus, on va dire. Oui, de l'UX et retravailler peut-être Ouais, tout à fait. Ouais. la version. Ok. J'ai encore une autre question. Je pense que celle-là pourra intéresser pas mal de monde. Où est-ce que sont les aspirateurs fabriqués et ses composants? On est sur une fabrication made in France au maximum et Oui, sur une made in Europe à quasi 100%. On est sur un produit qui va être tout ce qui est plasturgie, tout ce qui est métallurgie et tout ce qui est assemblage est fait en France. Les cartes électroniques sont oui, faites en France, dans le nord, à côté de Lille. J'ai parlé de l'usine de Bosch, qui est une usine française qui va porter une bonne partie de l'industrialisation. Les composants qui, pour l'instant, ne sont pas sourcés en France, notamment, c'est la batterie et le moteur. oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore trouvé de fournisseur, en tout cas français, qui avait le produit disponible. Bon, les batteries lithium-ion, c'est pas une surprise. 98%, je pense, de la production mondiale de batteries, elle est asiatique, pour ne Oui. pas dire chinoise. Ok, très très clair. J'ai encore une autre question. De votre point de vue, quels sont les principaux risques que vous voyez dans votre développement? Et bien sûr, comment les mitiger? Je pense que c'est surtout ça la question. Des risques, on en a à tous les étages, évidemment, sinon on ne serait pas, bon à notre place en tant que capitaine de ce navire. Ceux qu'on anticipe et les vagues qu'on voit comme étant les plus hautes à franchir. On a évidemment cette partie industrialisation, c'est ce qu'on fait depuis plus de 20 ans pour Geoffroy, d'industrialiser les produits. On sait que c'est challenging, on sait qu'il y a eu d'autres expériences en France et vous avez peut-être suivi d'autres sociétés Kipit ou autres qui ont eu certains des succès, d'autres moins sur l'industrialisation. On sait que c'est quelque chose de complexe à ne surtout pas sous-estimer. Maintenant, c'est notre métier à nous depuis longtemps, chose qui n'était pas forcément dans toutes les équipes de tous les autres projets dont on a pu suivre l'évolution. Donc ça, je pense que c'est le meilleur gage, si vous voulez, c'est notre expérience et les partenaires avec qui on travaille qui ont longue expérience dessus. Ça, c'est un risque finalement relativement technique. L'aspirateur lui-même, en termes de performance ou autre, on ne va pas sur la Lune, tout va bien, c'est vraiment maîtrisé. Des composants complexes, on les prend sur étagère, hein, notamment évidemment le moteur, la batterie, même si on va innover sur l'encapsulation et autres, mais on n'a pas de risque technologique, si vous voulez, intense lié au projet. Après, on a un lié risque, si je puis dire, financier, évidemment, et un risque marketing. Il y a des risques, encore une fois, sur tous les éléments. Le risque financier, j'ai parlé un petit peu de notre levée de fonds, comment elle a été structurée, et je vous ai montré en toute transparence la partie sécurisée, on va dire, de cash qui sera disponible et qui n'est pas prévu d'être consommé tout de suite, donc qui nous donne aussi là une capacité à pivoter, à prendre des décisions, à adapter notre rythme aussi. Hein. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas onboardé une grosse équipe et qu'on n'est pas 10 là devant vous ou avec 60 stagiaires parce qu'on n'aurait pas eu les moyens de prendre des seniors. Non, on veut grandir à une vitesse maîtrisable, maîtrisée aussi pour garder cette flexibilité en termes de finances. Et aujourd'hui, la levée de fonds est sécurisée quasiment plus de la moitié, je crois. Hein. Donc aujourd'hui, c'est pas un risque là-dessus. Et enfin, le risque marketing, qui est un risque de lancement produit. Aujourd'hui, ça fait partie des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Le message, le positionnement. Je pense que les retours qu'on a eus
au salon du Made in France et cette capacité à pouvoir se confronter directement aux consommateurs en live. Hein. Ils ont été, c'est fabuleux parce qu'ils sont très cash. C'est ah oui, mais il est un peu lourd votre proto. Ah oui, mais je le voudrais en rouge. Ah oui, mais je le. Enfin, bah, tous ces points et tous ces dits et ces non-dits qu'on peut ressentir et qu'on a au contact direct, c'est ce sur quoi aujourd'hui on est en train de construire le discours aussi commercial. Il s'agit de vendre des produits. Et voilà en tout cas les trois grands sujets. Ce qui est important pour lever les freins, c'est des tests consommateurs hein, très régulièrement. Et donc, on teste notre produit auprès d'un panel, on le fait évoluer, on le reteste. Et ça nous permet d'avoir le meilleur produit possible. Et comme Mathieu l'a expliqué, les défauts en général du Made in France sont souvent portés par des fondateurs parfois qui sont pas suffisamment expérimentés. Donc, on a eu l'occasion expérimenter sur la partie technique. On a eu l'occasion de discuter avec certains fondateurs et les difficultés techniques qu'ils ont rencontrées, on a su les identifier. Et donc, c'est notre métier, à moi et Mathieu. On a fait ça pendant plus de 20 ans. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion, en l'occurrence, de développer plus d'une cinquantaine de produits qui ont été commercialisés. Et donc, les erreurs, on va dire, entre guillemets, auxquelles j'ai été confronté pendant 20 ans, eh ben, c'est des erreurs qu'on ne fait pas sur le produit qu'on développe. Donc, les bons partenaires, ça, c'est important. On ne va pas chercher à tout faire nous-mêmes. Ça serait pas bon. Et donc, des partenaires qui ont leur écosystème, le parc fournisseur qui va bien. Et puis, ce qui est important, c'est le test consommateur, parce que c'est ça qui va définir aussi l'attraction commerciale et qu'on pourra aussi justifier auprès des distributeurs. Voilà. Donc, voilà un peu les principales difficultés qui sont en général de l'ordre plutôt technique, mais c'est quelque chose qui relève de notre métier. Très bien, très très clair. J'ai peut-être une dernière question pour respecter le timing de tout le monde, mais n'hésitez pas à poster vos questions sur l'espace commentaire dédié sur le site. Bien entendu, on sera disponible avec Mathieu et Geoffroy pour répondre à vos questions. Donc, c'est une question plutôt conception du produit. Ne pensez-vous pas qu'un réservoir transparent comme Dyson serait un plus, même si je suppose que vous avez prévu une notification sur l'appli quand le réservoir sera plein? Alors, c'est un indicateur, c'est un voyant lumineux pour expliquer en effet. Alors, tout simplement parce que quand le réservoir est plein, ça vient tirer sur le moteur et donc le moteur est un peu plus en sur-régime. Et donc, voilà, c'est simplement une notification qui indique qu'il faut nettoyer soit le filtre à l'intérieur, soit vider le réservoir. On a prévu de mettre une jauge qu'on n'a pas aujourd'hui intégrée sur le prototype, mais une jauge qui permet donc directement sur le produit, qui ne sera pas totalement transparent, parce qu'on veut casser aussi avec ce code de Dyson, parce que sinon on se rapproche finalement en quelque sorte de ce qu'il fait. Et c'est pas très beau aussi. On a discuté, on a vu des produits où c'est très sale à l'intérieur. Voilà, donc on va intégrer cette petite jauge transparente qu'on aura sur le réservoir et qui permettra de voir à minima le niveau de poussière dans le produit. Ok. C'est prévu, mais on ne va pas l'intégrer à la façon Dyson parce qu'on peut se détacher d'eux. Parfait. Très, 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 très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde pour vos questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le site, sur l'espace dédié commentaires. Si vous avez encore des questions, je vois qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas pu répondre, mais n'hésitez pas d'aller sur le site et poster vos questions. En tout cas, merci à tous de vous être rendus disponibles. Merci également à Mathieu et Geoffroy pour cette présentation. C'était très, très intéressant et je pense que c'est une problématique qui touche à nous tous. Et c'est un produit aussi qu'on utilise tous les jours à la maison. Donc, je vous laisse peut-être avec le mot de la fin avant de conclure ce webinaire. Eh ben, je tenais à vous remercier de votre participation, de vos questions très pertinentes. N'hésitez pas à les republier sur l'espace commentaire. Nous, on est ravis d'être accompagnés par WeSeed pour cette opération de crowdfunding.
Et notre objectif, vous l'avez compris, c'est d'avoir un produit made in France qui apporte de la fierté aussi en France et en Europe, et sur notre capacité à challenger aussi d'autres marques historiques qui sont toujours des Américains et toujours des Chinois. Et puis nous, on regarde ce qui se passe. Là, on a l'opportunité unique en France et en Europe de raconter une autre histoire de la technologie et de ne pas s'engouffrer vers des technologies jetables. Et donc ça peut créer notre propre identité. Et grâce à vous, on peut avoir cette capacité et cette chance de pouvoir le faire. Parfait. Rejoignez-nous. Excellent. Parfait. Merci. Merci à tous les deux. Merci à tous. Merci Bonne beaucoup. soirée. Excellente soirée à tous. Merci. Au revoir. Merci, Ron.